le 19h30. Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Carton plein pour les réalisateurs belges au Festival de Cannes. 3 films belges étaient en lice et ils sont tous repartis avec un prix. Lucas Donne, Félix Van Groeningen et Charlotte Van der Meersch, mais aussi Luc et Jean-Pierre Dardenne. Les 2 frères sont nos invités sur ce plateau. Un retour en demi-teinte pour le salon Batibo. Le salon de la construction a fermé ses portes aujourd'hui sur des chiffres de fréquentation plutôt tristes. On verra pourquoi dans ce journal. Beaucoup de monde par contre aux 20 km de Bruxelles. La course avait lieu aujourd'hui. C'est évidemment un grand rendez-vous sport, mais surtout un rassemblement populaire. Un peu d'air pour les habitants de Shanghai et de Pékin. Les autorités lèvent certaines mesures sanitaires après de nombreuses semaines de confinement strict. Et puis encore un peu plus d'air dans ce journal. On embarquera à bord d'une croisière fluviale. Le secteur reprend doucement ses activités. Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Dans le reste de l'actualité, les données des patients des hôpitaux du groupe Vivalia vont-elles être divulguées ? Ils ont été la cible d'une attaque informatique. Des hackers leur avaient donné jusqu'à hier pour payer une rançon, un montant astronomique d'1 million d'euros. On ne sait pas si cette rançon a été payée et on ne le saura probablement jamais d'ailleurs. Dans ce genre de dossier, les parties restent discrètes et puis les négociateurs conseillent de ne jamais révéler si on a payé et combien. À suivre dans ce journal, des ultranationalistes israéliens font la fête pour célébrer la prise de Jérusalem-Est aux Arabes en 1967. Pour les Palestiniens, cette fête, c'est tout simplement une provocation. La ville est sous tension. On s'intéressera aux robots dans ce journal. Ils se montrent utiles dans les entreprises, mais aussi face au réchauffement climatique. On en parlera avec Gwenaëlle de Kegeler en plateau. Remco Evenepoel remporte le Tour de Norvège et 2 maillots, celui de leader et celui du meilleur jeune, le Belge Al Sourire. Les robots vont-ils de plus en plus nous remplacer au travail à l'avenir, surtout pour les tâches plus ingrates et dangereuses ? On se penche tout de suite sur la question, c'est à présent l'heure de jeter un œil sur demain. Les cobots, comprenez les robots collaboratifs, sont en plein essor et surtout, ils sont de plus en plus abordables pour les petites entreprises. Elles leur sont bien utiles, par exemple, pour les tâches répétitives qui ennuient des ouvriers de ligne de production, par exemple, ou bien même des tâches problématiques pour la santé. Allons voir tout de suite comment ça se passe sur place, en banlieue parisienne et dans le Nord-Pas-de-Calais, avec Thomas Chantepie et Adeline Percept. Ce sont de petits robots connectés que l'on peut programmer en quelques minutes et déplacer sur une ligne de production en un temps record. Voici les cobots, les robots collaboratifs. Dans cet atelier, la filiale d'Air France, CRMA, répare les moteurs d'avion. Ce robot a été conçu pour mesurer une pièce difficilement accessible par le technicien. Cet outil qu'on manipule habituellement à la main, pour aller faire l'intérieur du module, on va le faire manipuler par le robot qui va nous permettre d'atteindre cette zone qu'on ne peut pas atteindre de manière sécurisée, manuellement, humainement. Le cobot agit comme le bras intelligent de l'opérateur. Il peut collaborer, c'est-à-dire être dans le même espace de travail, sans protection. Le robot va faire son opération et va avoir une sensibilité qui va lui permettre de détecter un contact avec quelqu'un et de ne pas heurter quelqu'un. Et si jamais ça arrivait, si jamais il touchait quelqu'un, il s'arrêterait de lui-même. L'entreprise a pris l'habitude d'identifier les pertes de temps et de productivité et place ses robots collaborateurs aux endroits stratégiques. Celui-ci mesure l'épaisseur de pièces et indique si elles peuvent être réparées. Avant la mise en place de ce robot, il fallait attendre d'avoir réalisé la moitié du process de réparation pour savoir si la pièce était réparable ou pas. Et naturellement, dans le cas où elle n'était pas réparable, tout le temps qu'on avait passé dessus était perdu. Dans les petites et moyennes entreprises aussi, les cobots se démocratisent et c'est une révolution. Ce cobot dépose une étiquette sur une barre de fer destinée à la fabrication d'un store. À quelques milliers d'euros, l'entreprise a pu se permettre de l'acheter et d'automatiser une tâche répétitive et ennuyeuse pour ses ouvriers. C'est une solution qui est abordable, qui est facile à prendre en main. À peu près n'importe qui peut se servir de ce robot et automatiser certaines tâches. Donc pour nous, c'est parfait. Ça veut dire que même si la tâche à laquelle on le dédie n'est pas la bonne, ou qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, on va pouvoir le réaffecter à d'autres choses, le reparamétrer très facilement. Car ce robot peut reproduire des gestes qu'on lui commande manuellement.
pas besoin d'apprendre à faire du code informatique pour le programmer. Nous, on a conçu des robots petit format qui viennent pour automatiser tout type de tâches à faible valeur ajoutée pour l'entreprise. En fait, plus concrètement, c'est de se dire, j'appuie sur un bouton, je mets le robot en position, j'appuie ensuite sur le deuxième bouton, et le code se fait tout seul. C'est hyper simple, et le vrai enjeu ici, c'est que ce soit à la portée de n'importe qui. Pour ces entrepreneurs qui ont sauté le pas, les cobots vont de plus en plus permettre de gagner en compétitivité, mais aussi en qualité de travail pour les employés. Ça nous permet de concentrer notre main-d'œuvre sur des opérations qualifiées. Donc notre main-d'œuvre qui est qualifiée, de leur faire que des opérations, dans l'idéal, à haute valeur ajoutée. Voilà. Et de sous-traiter entre guillemets toutes les opérations sans valeur ajoutée à des robots. Les constructeurs de cobots parlent d'usine 5.0, une usine de demain où les robots ne remplacent pas l'homme, mais bel et bien les tâches trop dangereuses ou répétitives pour lui. Et avec vous, Gwenaëlle de Kegeler, on va quitter le monde de l'industrie et s'intéresser à un robot assez particulier. Sa mission concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, et plus précisément en Antarctique, au pôle sud, ce continent dont l'animal le plus emblématique est sans doute le manchot. Alors pour étudier ces populations de manchots, une équipe de scientifiques internationale menée par l'Institut océanographique Woods Hole a démarré toute une série de recherches à l'aide de ce petit robot qui est autonome et qui peut aussi être télécommandé. C'est un robot qui est capable d'observer et d'analyser toute une série de données pour protéger ces espèces dont l'habitat est menacé par les dérèglements climatiques qui sont particulièrement perceptibles dans les régions polaires à cause de la hausse des températures et de la fonte de glace des mers. Et ces données, des humains ne pourraient pas tout simplement aller les chercher ? Mais pas spécialement en fait, parce que ce sont des recherches plus approfondies que ce qui a déjà été fait pour avoir une connaissance plus fine des écosystèmes. Alors ça nécessite d'une part beaucoup de temps parmi les manchots. Or on sait que les conditions sont très rudes, ça rend le travail très complexe. Et puis d'autre part, la présence d'humains au milieu de ces colonies de manchots, ça a un côté invasif qui peut perturber le travail, alors que il a été prouvé que ces petits robots provoquaient moins de stress sur les colonies de manchots. L'idée, c'est aussi évidemment de pouvoir multiplier ce genre d'observations au sein de différentes colonies. Alors ce robot, il est équipé d'un lidar pour éviter les collisions avec les manchots. Il est équipé d'un GPS, d'une caméra à 360 degrés et puis aussi d'une antenne qui lui permet de lire les données des manchots qui sont pucés. Et les scientifiques, ils attendent quoi exactement de ces robots ? L'objectif, c'est de pouvoir suivre les individus tout au long de leur vie pour pouvoir analyser la dynamique des populations et puis évidemment aussi et surtout pouvoir constater en fait leur capacité d'adaptation au changement global. Alors il y a des évolutions qui sont prévues sur ces petits robots assez rapidement, notamment pour les rendre plus discrets et leur faire prendre l'apparence de blocs de glace. Eh bien merci Gwenaëlle pour toutes vos précisions dans ce journal. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Caroline Desseugne vous retrouve pour la météo et moi je vous dis à bientôt. Excellente soirée sur La Une.